Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Elle Inspire Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode. On remercie chaleureusement le Confit Coffee à Sallanches qui nous accueille très gentiment pour ce premier épisode. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec notre première invitée qui est donc Léa Vigier. Merci beaucoup Léa d'être ici. Comment tu vas? Écoute, ça va bien. Je suis un petit peu, fatiguée en ce moment parce que je me suis fait mal au genou. Ouais. On est dans la montagne, comme tu l'as dit, on est à Sallanches. Donc voilà, il y a les risques de la région, mais sinon ça va très bien. Donc l'objectif de ce podcast, c'est vraiment de mettre en avant des parcours inspirants et mettre en lumière des sportives, aventurières, professionnels de la santé. Et donc pour commencer ce premier épisode, j'aimerais que pour planter le cadre, que tu te présentes de la manière dont tu souhaiterais te présenter. Ouais. Donc moi je m'appelle Léa Vigier, j'ai 32 ans et comment je me présente? C'est que j'utilise, l'aventure comme exutoire pour me sentir bien, mais pour aussi sensibiliser à la santé mentale, aux maladies mentales, en particulier à ma maladie qui est la bipolarité, et à essayer de faire évoluer les choses. Et donc, je mêle aventure et santé mentale pour permettre de changer les mentalités sur les maladies mentales. Trop bien. Et ça, du coup, tu le fais à travers, tu le disais, des aventures, des expériences. Ouais. C'est des choses que tu relais sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que je fais des aventures, j'en parle sur les réseaux sociaux, je crée des documentaires que je projette, je fais des conférences en entreprise aussi pour parler de mes aventures. Et au travers de toutes ces aventures-là, il y a toujours ce fil conducteur des maladies mentales, de la santé mentale et de la bipolarité. Ok, et ça, tu as commencé à faire à partir de quand, du coup? Et écoute, moi, j'ai commencé il y a 2 ans, Il y a 2 ans. pas si longtemps. Donc 2 ans en arrière, tu commençais tout juste ton parcours aussi sur les réseaux sociaux à parler de tout ce chemin-là, de toute cette sensibilisation-là? Ouais, carrément. Alors, on va dire, en gros, ça fait depuis un petit peu moins d'1 an que je parle vraiment de maladie mentale et cetera. Avant ça, je parlais quand même plus de l'aspect aventure Ouais. et peut-être un petit peu de moi, mon histoire personnelle avec ma maladie. On va dire que c'était plutôt tourné autour de moi, mes aventures, ma compréhension de moi-même. Et là, ça fait depuis, une petite année que je suis allée plus sur le côté: «OK, qu'est-ce que je vais faire au niveau de la bipolarité? Comment je vais aider les gens et qu'est-ce que je vais faire pour la cause?» Voilà. On en parlait un petit peu quand, en off, mais du coup, pour resituer un peu le contexte et surtout d'où tu viens, est-ce que tu peux me parler un peu de la petite Léa Vigier? Comment elle était? Quel était son caractère et qu'est-ce qu'elle aimait faire à ce moment-là? Ouais, donc moi, je suis née en région parisienne, dans une fratrie, enfin, j'ai un grand frère et une grande sœur. Donc un grand frère qui a 12 ans de plus que moi, une grande sœur qui a 7 ans de plus que moi. Moi, j'étais vraiment la petite. Et écoute, moi, il y avait plusieurs choses que j'aimais. Bon, j'adorais aller faire du roller, dans mon allée et cetera. Mais c'est vrai que je pense que j'avais déjà un petit côté un petit peu, entrepreneurial, dans le sens où, très vite, je retapais sur l'ordinateur, les leçons, les contrôles pour, les faire à ma famille. J'organisais des restaurants à la maison où, du coup, j'allais faire les cours, je faisais le restaurant. Avant qu'ils aillent au restaurant, ils allaient dans les différentes chambres et dans chaque chambre, je vendais des choses, tu vois? Donc, je vendais aussi mes services et cetera et tout ça vraiment petite, tu vois? Donc, je pense que j'avais ce côté-là, j'avais le côté écriture. Ma mère m'a rappelé que j'écrivais pas mal de poèmes et cetera. Donc voilà, c'était ça la Léa et c'était une petite Léa qui, dès petite, était très ambitieuse. Voilà, dès l'âge de 8 ans, je disais soit que j'allais devenir, présidente de la République, soit, dirigeante d'entreprise, quoi. Donc il y avait vraiment ce côté, tu vois, ouais, entrepreneur, et ambition. Et c'est marrant parce que là, du coup, on parle vraiment de ce moment où tu avais 7-8 ans, du coup? Ouais. Donc à la fois ce côté très, tu disais entrepreneurial, proactive, enfin, tu es déjà dans plein de projets différents et en même temps tu as ce côté créatif déjà en toi aussi qui s'exprime. Est-ce que c'est quelque chose, que tu avais dans ton entourage déjà à la base? Ou c'est quelque chose qui venait de ton instinct, ça sort d'où? Écoute, je ne sais pas du tout d'où ça sort. Parce que mes parents, c'est pas du tout le cas.
Mes parents, ils sont restés dans la même entreprise toute leur vie. Donc dans 2 grosses entreprises et donc pas du tout ce côté entrepreneurial, ni le côté politique ou journalistique. Donc je t'avoue que je ne sais pas du tout d'où ça vient. En revanche, l'autre partie qui est le côté plus, on va dire, voyage, mais voyage plutôt dans l'aventure, ça je sais d'où ça vient de mes parents. Tes parents, ils étaient déjà très dans le voyage et l'aventure? Ouais, alors bon, faut le mettre en perspective de leur génération. C'était pas non plus, je pars en sac à dos, mais je me souviens que j'avais pas les mêmes vacances que mes amis. Souvent mes amis, ils allaient à un endroit et passaient toute la semaine à un hôtel ou en camping et cetera. Moi, mes parents, c'était toujours du voyage itinérant. Donc il y avait vraiment cette réflexion de si je voyage, c'est pour découvrir un endroit et chaque jour, on va bouger et on va vraiment aller découvrir l'endroit. Et moi, je pensais que tout le monde faisait ça. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai commencé à avoir 18 ans, etc., j'allais toujours sur du voyage itinérant. Donc, je prenais mon sac à dos et puis je bougeais, j'allais d'endroit en endroit. Par exemple, mes parents, ils aimaient pas beaucoup l'hôtel, donc ils préféraient dormir chez l'habitant. Bon, bah, moi, je suis passée au niveau d'au-dessus, je m'invite chez les gens à complètement dormir, tu vois. Mais en tout cas, ça vient quand même de ce côté itinérant, à la rencontre des autres, à la découverte vraiment d'un pays et pas juste se poser dans un hôtel et se poser sur une chaise longue. Ouais, donc déjà très jeune, initiée au côté plus authentique du voyage et de la découverte. Tu dirais qu'aujourd'hui, ça a quelle place pour toi, l'aventure dans ta vie? Ouais. Écoute, ça a une place très importante. J'essaye de le comprendre de plus en plus, mais en tout cas, il y a quelque chose, c'est que je me sens très, très heureuse dans le mouvement. Et ça, par exemple, moi, là, je suis en train de m'installer à Salange, donc merci d'être venu. Je viens de récupérer les clés de mon appartement il y a 1 semaine, donc voilà, c'est tout nouveau. Ouais. Mais moi, ça faisait 3 ans que j'étais nomade et que je changeais d'endroit toutes les semaines. Et les personnes me disaient: «Mais attends, mais je comprends pas comment tu fais, quoi». Moi, j'étais là: «Mais moi, j'adore, vraiment, je me sens trop bien dans les transports». Par exemple, si je vais dans un Airbnb, au bout de 2 heures, j'ai l'impression que je suis chez moi et cetera. Donc moi, le côté, tu vois, de pas connaître, de découvrir, c'est un peu mon confort à moi. C'est-à-dire que vraiment, je me sens super bien et j'adore et ça me stimule et ça me rend heureuse, quoi. Donc ce côté aventurier, d'aller découvrir des nouvelles choses, de s'inviter chez les gens ou d'aller, faire des ascensions de sommet ou faire de la plongée en apnée et cetera. C'est des choses qui, moi, en tout cas, me correspondent parfaitement, me font énormément de bien dans ma vie, et me permettent aussi de me sentir stable. À la différence, si tu me dis: «Léa, tu dois rester pendant, je sais pas, 3 mois, dans un appartement avec un job, tu vois, 8h-18h et tout», c'est sûr que je vais tomber en dépression. Donc c'est juste, je pense que mon corps n'est pas fait pour, rester à un endroit. Il y a d'autres choses que tu as, appris sur toi? D'autres choses que tu as apprises sur toi, grâce au voyage? Mmh. Des leçons que tu aurais retirées, par rapport à comment tu fonctionnes? Oui, bah, je pense qu'il y a quelque chose qui aide beaucoup dans le voyage, dans la vie de tous les jours. C'est apprendre à interagir avec des personnes que tu connais pas, savoir comment créer un lien très rapidement. Là, en quelques minutes, réussir à vraiment créer un lien de confiance avec les personnes. Alors, quand tu voyages seul comme ça, il faut réussir à créer des liens de confiance rapidement parce qu'on est des êtres voilà, sociaux et puis tu vas avoir besoin d'autres personnes. Et ça, je sais que cet aspect-là m'aide beaucoup aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. Je te donne un exemple. J'ai décidé de m'installer à Salon. Je ne connais personne, mais vraiment personne. Mais bon, j'ai réussi à créer des liens rapidement. Donc, j'ai un super artisan, j'ai un super lien avec un garagiste qui m'a trouvé une super voiture. Le Airbnb chez qui je suis maintenant, c'est un peu comme ma deuxième maman parce qu'on a créé un super lien, etc. Et donc, je pense, tu vois, que c'est des choses qui t'apportent dans ta vie de tous les jours. Donc, cette partie-là du voyage, je pense qu'elle m'a énormément apporté.
Et puis après, je pense que dans le côté aventurier, peut-être un peu moins voyage, mais plus aventurier, c'est-à-dire l'aspect dépassement de soi. L'aspect dépassement de soi, moi, il m'a démontré qu'il y a un pouvoir du mental qui est 10 fois plus important que le pouvoir physique. Et ça, tu peux le découvrir que en osant aller dans l'inconfort et en essayant d'aller viser parfois du grand inconfort. Et c'est dans ces moments-là où tu te rends compte que tu es capable de 10 fois plus que ce que tu penses, de 10 fois plus que ce qu'on aurait pu te dire vis-à-vis de ton corps, parce qu'il y a un pouvoir très important au niveau du mental. Tu as un exemple de situation qui t'est arrivée récemment où tu t'es justement fait la réflexion a posteriori? Ouais. Moi, je peux donner 2 exemples. Un exemple, par exemple, moi, je suis pas, voilà, une grande alpiniste et cetera. Je suis pas une grande sportive. Pourtant, je suis allée faire, un sommet qui a plus de 7000 mètres au Kirghizistan. Pendant 3 jours, c'était 15 heures sans s'arrêter de marche sous -25 degrés. De base, je n'ai pas le corps pour ça. De base, je n'avais pas spécialement l'entraînement, mais parce que, j'avais un mental qui est très fort et moi, j'ai beaucoup développé mon mental, parce que j'ai dû faire face à une maladie mentale qui était compliquée, donc du coup, j'ai dû faire face à des dépressions fortes. Et vu que j'ai développé ce mental un peu d'acier de se dire: «OK, tu continues» et cetera et se mettre un peu dans un état méditatif, ben je sais que voilà, il y avait plein de personnes qui étaient beaucoup plus athlètes face à moi. Il y avait des alpinistes et cetera et qui craquaient, alors que moi, je ne craquais pas, alors que j'avais beaucoup moins de conditions, qu'eux. Et je te donne un autre exemple. Quand je suis allée, j'ai voulu aller découvrir la plongée en apnée pour aller dans les profondeurs. Donc j'étais allée très haut, je voulais voir ce que ça faisait très bas. Et pareil, j'étais avec un vice-champion du monde d'apnée qui s'appelle Stéphane Taureau et il m'a expliqué comment faire pour être dans un état mental, tu vois, optimum pour pouvoir aller en profondeur. Et en 4 séances, j'ai réussi à aller à 40 mètres de profondeur. 40 mètres de profondeur, normalement, les gens, ils l'atteignent en 5 mois d'entraînement. Tu vois, moi, ça a été en 10 jours. Et parce qu'aussi, il faut réussir à entraîner son corps, les muscles de son corps, et cetera. Et ça, pareil, c'est seulement grâce au mental. C'est parce qu'il m'a expliqué comment être dans un état méditatif où, en gros, j'arrivais à complètement enlever, en fait, de mon attention le fait que je manquais de respiration. Donc, j'étais seulement concentrée, moi, sur les bouts de mes pieds et j'essaie de complètement faire abstraction de mes limites. Parce que j'ai des limites, parce que je suis pas très entraînée et cetera. Mais j'ai réussi à dépasser, tu vois, des résultats, qui auraient été beaucoup plus difficiles, voilà, à dépasser si je me basais juste sur mes limites physiques. Donc ça, c'est des choses quand tu me dis: «OK, je fais des aventures, je suis aventurier» et cetera. Je pense que c'est le goût de tester des choses qui vont au-delà des limites qu'on t'a données. Et en réalité, on dit: «Oh, les aventuriers, ça peut être des grands sportifs». Je je pense qu'il y a pas que ça. Il y a des aventuriers qui ne sont pas des grands sportifs, mais qui sont des personnes qui ont travaillé sur le pouvoir de leur cerveau, la plasticité de leur cerveau et le mental de manière beaucoup plus importante que d'autres, personnes. Et c'est ça qui est super intéressant et ça aide après dans la vie de tous les jours. Quand tu as des moments difficiles et bah, moi, par exemple, je fais attention tous les matins, j'écris mes gratitudes et cetera pour justement aller travailler sur mon cerveau, sur mon mental, pour pouvoir faire face à des moments qui peuvent être un peu difficiles dans la vie de tous les jours. Et au Donc ça, final c'est très important, je pense. ce travail que tu fais là, sur toi, c'est des moments qui sont off, on va dire, sur des temps morts, par rapport à des moments où tu serais en action dans l'aventure ou, sur scène en conférence. Du coup, est-ce que tu dirais que c'est de cette façon-là que tu trouves ton équilibre aujourd'hui avec ce côté méditatif dont tu me parlais aussi, enfin, c'est quelque chose que tu retrouves à la fois chez toi dans ton canapé et en plongée, à 40 mètres de profondeur? Ouais, ouais, c'est ça, alors moi vraiment, en fait, je me suis rendu compte que, j'avais en fait, j'ai une maladie mentale qui s'appelle la bipolarité
La bipolarité, c'est quoi? C'est tu vis des très grandes variations d'humeur et d'énergie, que ça soit vers les hauts, humeur au top, énergie de dingue, ou vers les bas, pas d'énergie et humeur dépressive. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que oui, je dois prendre des médicaments parce que c'est un problème chimique, mais le pouvoir du cerveau, il est très, très important. Et donc, si j'agis au maximum sur mon cerveau, et donc du coup, si je mets en place plein de petites choses, plein de petites routines, et je vais te les expliquer, et ben qu'est-ce que ça va pouvoir permettre? Ça va pouvoir permettre que je prenne le minimum de traitement possible. Et c'est là où, tu vois, les aventures que j'ai pu faire, toutes les actions de dépassement, mais en fait, elles m'ont permis de découvrir justement toutes ces manières d'agir sur le cerveau. Et donc, elles me permettent aussi, du coup, de pouvoir mieux gérer ma maladie. Et donc, aujourd'hui, chaque jour, je fais des choses pour agir sur mon cerveau et pour lui permettre de se sentir plus stable et donc de pouvoir prendre un peu moins de médicaments que des personnes qui n'agiraient pas sur leur cerveau. Et donc, ces choses-là que tu mets en place, par exemple, moi, j'ai découvert via l'alpinisme ou via la plongée en apnée le pouvoir de la méditation. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai appris à méditer et que je médite tous les jours. Après, il y a d'autres petites choses sur lesquelles on peut agir sur le cerveau. Par exemple, le fait de tous les matins écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Et en fait, c'est quelque chose qui agit complètement sur ton cerveau. Parce que ça permet à ton cerveau de voir tous les matins le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Mais ça permet aussi à ton cerveau de l'entraîner. Donc, c'est un entraînement à voir les choses positives dans ta vie et pas les choses négatives. Il faut savoir que ça, voir les choses positives ou négatives, c'est quelque chose qui est chimique de base. Il y a un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. Et cette sérotonine, si tu en as beaucoup, tu vois tout positif. Si tu en as pas, tout te paraît un problème. Mais du coup, de s'entraîner tous les matins à faire ça, et en fait, tu entraînes ton corps à créer de la sérotonine, tu vois. C'est comme si tu reprogrammais ton cerveau à ta manière. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça, tu vois, tout cet aspect d'aventure, de dépassement de soi, etc. Vu qu'il te met dans des états difficiles, tu es obligé de développer des choses au niveau de ton mental, de ton cerveau. Et après, tu peux utiliser ça dans ta vie de tous les jours. Et là, du coup, on parle d'équilibre dans la vie perso, se reprogrammer d'une certaine manière au niveau du cerveau pour pouvoir surmonter des défis perso ou d'ordre plus physique et avec des contraintes physiques dans tes aventures. Tu t'affrontes au pic Lénine ou alors tu vas dépasser tes propres limites pour pouvoir plonger à 40 mètres de profondeur. Dans tout ça, tu considères que la maladie mentale à ce stade-là, c'est plutôt une force et un moteur ou plutôt un frein? Et de quelle manière? Ouais. Alors, donc, ma maladie mentale, la bipolarité, bon, c'est une maladie quand même qui est très forte. Donc, c'est considéré comme le 6e handicap mondial. Il y a énormément de tentatives de suicide, 50% de tentatives de suicide. Donc, c'est quelque chose qui est très lourd. C'est une maladie qu'on appelle une maladie chronique. Donc, ça veut dire que tu l'as à vie. Donc, à ce moment-là, bon, on va jamais dire « Ah, je suis trop contente d'avoir cette maladie, c'est génial, c'est une force dans ma vie, etc. » Non, c'est super relou, en vrai. On va pas se mentir. Et voilà, faut pas se mentir. Après, bon, c'est comme tout dans la vie, quoi. T'as des obstacles, t'as des choses qui sont difficiles dans ta vie. Soit, tu continues à te plaindre et tu continues à te victimiser. Sauf que je peux t'assurer que tout le monde dans la société pourrait se plaindre de plein de choses qui se passent dans sa vie. Soit tu te dis, ok, comment je fais avec et comment je développe des choses pour la contrebalancer. Aujourd'hui, je peux quand même te dire que, en effet, le fait que j'ai développé plein de choses pour la contrebalancer, ça m'a permis quand même de développer des forces en plus. Par exemple, étant donné que c'est une maladie où tu te bats contre une instabilité permanente, du coup, tu mets en place plein de choses qui te permettent de te sentir plus stable. Mais toutes ces choses que tu mets en place, c'est des choses qui sont très bonnes pour l'hygiène de vie de quelqu'un de tout à fait normal. Par exemple, de méditer tous les jours, en réalité, si tout le monde le faisait, ce serait super. C'est quelque chose qui fait énormément de bien. Le fait d'écrire ses gratitudes tous les matins, c'est génial. Le fait, par exemple, moi, pour me sentir très stable, il faut que je dorme beaucoup. Mais la plupart des Français ne dorment pas assez et ça a un impact sur leur santé à long terme.
le fait d'aller marcher tous les jours. Je dois aller marcher pour me sentir stable tous les jours, 10 000 pas. En réalité, c'est quelque chose qui est super pour tout le monde, qui a une Oui. très belle hygiène de vie. Tout le monde en a besoin au Tout le monde final. en a besoin, voilà. Donc moi, j'ai été obligée, mais ça fait au final que je fais plutôt du bien à mon corps, quoi. Parce que j'ai cette super hygiène de vie. Pareil, l'alcool, j'en bois très, très, très peu maintenant parce que de base, voilà, je sais que ça m'instabilise. Mais du coup, bon, bah, c'est très bien, tu vois. Donc toutes ces choses-là qui peut-être venaient avec des contraintes et voilà, et le fait que j'ai cette maladie, bah oui, en effet, ça développe quand même des forces chez toi et je pense que c'est important quand même de voir le positif, dans tout ça. Ça t'amène à t'écouter beaucoup plus, à avoir une meilleure hygiène de vie et puis, la maladie, bah, elle t'apporte aussi, par exemple, moi, le fait que j'ai dû vivre pas mal de dépression et réussir à gérer les pensées suicidaires et cetera, bah, ça a développé énormément mon mental. Parce que, bah, réussir à se battre contre des pensées suicidaires qui sont en continu, mais c'est très, très dur. C'est beaucoup plus dur que d'aller faire un sommet ou de l'apnée, vraiment. Donc c'est des choses que tu développes face à la difficulté et ces choses que tu développes en deviennent bien sûr des forces pour toi. Donc moi j'aime bien dire, il y a toujours, un diamant dans l'épine. Oui, c'est une épine, cette maladie, on peut pas dire que c'est pas une épine, mais il y a un diamant dedans quand même. Voilà. Tu as été diagnostiquée à 30 ans. Oui. Comment, parce que là, tu nous en parles avec, du recul aujourd'hui parce que tu as appris à vivre avec. Comment est-ce que tu as perçu cette annonce, quand tu l'as reçue, quand on t'a diagnostiqué bipolaire, du coup, il y a enfin, quand tu avais 30 ans? Ouais. Alors pour moi, ça a été vraiment un soulagement parce que ça venait à la fin de tout un processus où je n'avais pas été diagnostiquée bipolaire, où on m'avait émis la supposition et puis au final, on m'avait enlevé le diagnostic et cetera. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, quand à 30 ans, on me pose et on me dit: «T'inquiète pas, tu as une maladie, tu vas arrêter de souffrir, on va te donner des traitements, tout va aller mieux». Bon, bah, c'est clair que pour moi, ça a été vraiment le soulagement. En revanche, quelques années avant, quand j'ai entendu pour la première fois mon psychiatre, il m'a dit: «Ah, vous êtes peut-être bipolaire». Là, c'était pas du tout une réaction de soulagement. Vraiment, quand j'ai entendu ça, j'ai eu directement les images, ultra stigmatisantes de la maladie mentale. J'ai imaginé que j'allais finir Sous camisole? sous camisole, dans un asile. Vraiment, je me suis effondrée par terre. Je me suis dit: «Ma vie est foutue». Mais vraiment, ma vie est foutue et j'étais là: «Mais c'est pas possible, c'est pas possible» et je voulais absolument pas être bipolaire et vu que mon psychiatre m'a pas vraiment posé l'étiquette, je venais très bien, non, je ne le suis pas». Donc la 1re réaction et qui est la première réaction de beaucoup de personnes, hein, aujourd'hui, c'est horrible, c'est honteux, c'est stigmatisant, ma vie est foutue, donc non, 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 je n'ai pas cette maladie. Après moi, à 30 ans, ça faisait 8 ans que je vivais des hauts et des bas très, très forts. J'étais épuisée. J'avais même plus aucune envie de vivre, parce qu'en fait, j'étais épuisée d'avoir souffert autant de temps et donc j'étais soulagée qu'on puisse me dire: «OK Léa, c'est pas de ta faute et t'inquiète pas, tu vas avoir des traitements et ça va aller mieux». Et là, c'était génial et c'est ce que j'espère à toute personne du coup qui vit avec ce trouble-là, c'est de pouvoir être diagnostiqué rapidement et de se dire: «OK, c'est pas grave, c'est une maladie, c'est pas de ta faute, tu vas avoir un traitement et tu vas te sentir mieux». Et c'est pas une fin en soi, C'est c'est ça. le début d'autre Ouais, chose. exactement. Tu penses qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est mal compris encore dans ce trouble-là, enfin cette maladie mentale-là? Ouais, alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà cette maladie, en fait, elle est un peu vue à 2 extrêmes. Premier extrême, c'est, waouh, ouais, genre c'est une maladie, c'est des dangereux, c'est quelqu'un qui, passe d'un côté gentil à un côté ultra méchant, c'est un serial killer, Oui, on qui pense veut à Split, le voilà, le personnage, la split, alors c'est de la schizophrénie, mais même ça donne pas une belle image de la schizophrénie, Mmh. mais en tout cas, voilà, il y a ce côté vraiment, serial killer, voilà. Donc et puis ce côté vraiment, changement de personnalité. Alors que c'est pas le cas dans la bipolarité, on a toujours la même personnalité. C'est juste, notre humeur, comment on voit la vie qui change.
Donc, il y a ce côté-là. Et puis ensuite, il y a l'autre vision qui, elle, est à l'inverse, qui ne considère pas que c'est une maladie et qui va aller le mélanger avec le fait d'être lunatique. Oh, arrête de faire ton bipolaire, tu vois, un peu un côté comme ça qui est très utilisé dans le langage courant. Oh, arrête de faire ton bipolaire, etc. Et donc, qui vient pas du tout classer ça comme une maladie et qui vient plutôt classer ça comme un trait de personnalité de quelqu'un qui est un peu relou, quoi. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça l'image. Et celle que j'essaye du coup de donner, c'est une maladie chimiquement prouvée, ok? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est dans la tête, mais en disant c'est dans la tête, c'est les gens se construisent ça, mais c'est pas chimique. C'est une maladie chimiquement prouvée. Les personnes qui sont atteintes ne sont pas dangereuses. Elles sont dangereuses pour elles-mêmes parce qu'elles peuvent se faire du mal quand elles vont pas bien, mais de manière très minime, elles sont dangereuses pour les autres. Donc ça, c'est important. Et puis, surtout, bah, ça se traite, ça se gère et les personnes qui sont bipolaires et qui l'acceptent et qui sont diagnostiquées sont des personnes rétablies, sont des personnes sûrement plus stables que plein d'autres personnes parce que du coup, elles font ultra attention à comment elles se sentent, etc. Et donc voilà. Donc c'est un peu l'image, voilà, qui est donnée à la bipolarité et ensuite que j'aimerais donner, quoi. Tu penses que cette stigmatisation et cette méconnaissance, elle est due à quoi? Alors, pour moi, c'est assez simple. Elle est due à des faits divers ou à de la pop culture. C'est-à-dire, par exemple, on parlait de Split, tu vois, un film qui parle d'un schizophrène qui, en fait, est un serial killer, etc. Bon, bah, ces choses-là, elles sont sensationnelles, elles font vendre comme un fait divers qui pourrait être dit, je sais pas, quelqu'un qui s'est évadé de l'hôpital psychiatrique, a tué ses parents, etc. Et donc, ces petites choses-là, elles vont être complètement amplifiées parce qu'en fait, elles font sensation et du coup, elles vont amener à les stigmatiser complètement, les malades mentaux. Pour moi, en fait, ce que j'appelle, c'est un peu l'effet dents de la mer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as eu les dents de la mer, tout le monde a eu peur des requins et tout le monde s'est dit les requins sont super méchants, super dangereux, etc. Et les gens ont 10 fois plus peur des requins alors que tu as beaucoup plus de morts, de moustiques, de machines de coca qui te tombent dessus, de n'importe quoi, d'étouffé par une cacahuète que par un requin. Mais c'est exactement la même chose pour les maladies, pour les malades mentaux. Le nombre de personnes qui ont été tuées par des malades mentaux, mais c'est ridicule. Il doit peut-être y en avoir un par an et je sais même pas si c'est le cas. Et donc, c'est ça. C'est ce côté, tu vois, de faits divers, sensationnels, de la culture, médias, films et du sensationnel. Parce que c'est clair, moi, je suis la première, ça fait vendre. Hein, quelqu'un qui est un malade mental, tu vois, le Joker, et qui peut passer, tu vois, d'un côté à l'autre. Mais oui, c'est sensationnel. Mais du coup, ça vient complètement changer l'image des personnes qui ont ces maladies mentales. Et puis après, il y a le deuxième point, le côté plus OK, on ne prend pas au sérieux la maladie, c'est qu'en fait, dans la tête des gens, ce qui est invisible, eh ben, ça n'existe pas. Et vu que c'est un handicap invisible, que c'est une maladie mentale, les gens se disent OK, bon, bah, c'est juste dans la tête, ça n'existe pas, ils s'inventent le truc, c'est juste un relou qui décide d'être sympa puis d'être méchant. Et ils ne prennent pas du tout au sérieux, du coup, cette maladie. Alors que même si c'est un handicap invisible, il y a une explication chimique. Cette explication chimique, elle est dans le fait qu'on a plein d'hormones, on a des neurotransmetteurs qui viennent agir sur comment on se sent. J'ai beaucoup de dopamine, j'ai beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup de neurotransmetteurs, j'ai beaucoup de sérotonine, je vois tout en rose. J'ai telle hormone, j'ai beaucoup de libido. J'en ai pas, j'ai pas beaucoup de libido, etc. Et donc, ça, c'est la sécrétion de tes hormones et tes neurotransmetteurs. Et en fait, quand, par exemple, tu tombes en dépression, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, tes hormones ne sécrètent plus de sérotonine, ne sécrètent plus d'hormones de dopamine, donc t'as plus d'énergie, etc. Ben, c'est pareil avec la bipolarité. Nous, ça fait ça quand on tombe en down. Et à l'inverse, quand on va vers les hauts, c'est que nos hormones, elles sont à pleine balle
et qu'elle sécrète à fond. Donc, on a trop de tout. Donc, du coup, on a énormément de sérotonine, on voit tout incroyable, on a une énergie de fou, on n'a même plus besoin de dormir, une libido de dingue, tu tombes amoureux de tout le monde, etc. Tu vois. Mais c'est chimique. Mais vu que, tu vois, je peux pas le montrer comme un bras cassé, Bien sûr. ou dire, ah bah voilà, ça y est, tu vois, moi, c'est ce que je dis souvent. En fait, il faudrait que notre peau devienne bleue quand on tombe en dépression, qu'on ait 42 de fièvre quand on va dans les hauts, comme ça pourrait être palpable, tu vois. Mais vu que c'est pas palpable, et ben, les gens, ils ont du mal à comprendre que c'est vraiment une maladie et qu'on n'y peut rien. Et est-ce que pour contrebalancer un peu tout ça, il y a des livres, des films, des documentaires ou des séries qui t'ont fait du bien, toi déjà dans ton parcours perso, à lire pour pouvoir mieux comprendre ce qui t'arrivait? Et peut-être des ressources que tu pourrais recommander à quelqu'un qui souhaite comprendre comment ça fonctionne la bipolarité? Alors moi justement, je n'ai pas trouvé assez de contenu et c'est la raison pour laquelle, du coup, je fais ça. C'est la raison pour laquelle je crée du contenu sur ça, sur Instagram, sur YouTube. J'ai fait un court-métrage qui explique comment on se sent dans la bipolarité, des documentaires. Je crée du contenu pour expliquer. Avec l'asso dans laquelle je suis, Upstage, il y a plein de contenus qu'on crée dessus. On a un programme de psychoéducation où on permet aux gens justement de devenir experts de leur maladie, d'avoir accès à des lives avec des psychiatres, etc. Parce que justement, moi, je n'ai pas trouvé ça quand j'ai commencé à chercher. Et quand je tapais sur Internet, bah, en fait, il y avait énormément de choses très stigmatisantes sur la bipolarité qui ne me permettaient pas de vraiment l'accepter. Il y a une BD qui s'appelle Goupil ou Face, qui est une bonne BD pour parler, pour donner une première idée de la bipolarité, mais qui parle d'un type de bipolarité qui s'appelle la cyclothymie, qui est avec des variations pas les plus hautes, qui permet quand même voilà, de mieux comprendre. Donc moi, je le conseille aux personnes, mais qui reste quand même toujours un petit peu stigmatisante dans le sens où elle explique que la cyclothymie, c'est un petit renard. Et puis nous, qui avons vraiment une bipolarité plutôt forte, elle montre un grand loup. Donc c'est clair que c'est pas non plus le truc qui te permet le plus d'accepter. Si tu dis, bon, ok, j'ai un grand loup, ça donne pas très envie. Mais c'est la raison pour laquelle j'essaye de créer le plus de contenu. Et ce qui m'éclate, du coup, c'est de créer des contenus qui sont différents, du court-métrage, du documentaire, des carousels sur Instagram, un slam, voilà, faire des choses très différentes pour permettre de toucher et de permettre aux personnes de se sentir représentées et de mieux comprendre leur maladie. Je suis bipolaire, tu m'invites, c'est ta dernière aventure en date qui a fait l'objet de ton dernier documentaire. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet-là? Ouais. Donc, je te raconte un peu depuis le début. Oui. En gros, ce qui s'est passé, c'est que, comme je te l'ai dit, je faisais pas mal d'aventures, voilà, solo. Et en fait, il y a 1 an, je sors mon premier documentaire qui s'appelle 7000 mètres pour vaincre ma bipolarité et qui est donc un documentaire trop cool d'aventure où je fais l'ascension du pic Lénine et en même temps de cette ascension, je dois réussir à gérer ma maladie que je viens d'avoir diagnostiquée et comment j'arrive à la gérer, quoi. Ça se passe bien, je fais la projection et puis je reçois pas mal de messages de personnes qui me disent: «Ah trop cool, super ce que tu fais» et puis plein de messages de bipolaires qui me disent, «Bah oui, mais comment tu peux m'aider? OK, c'est super, tu racontes pour toi, mais nous comment on fait?» et cetera. Et du coup, j'ai commencé à sentir un peu le truc de: «OK, c'est cool de raconter ma vie et de raconter, voilà, mes aventures et comment, j'essaye de gérer avec ma maladie. Mais, comment te dire? Je sais pas, je me sentais pas très alignée. En fait, je me suis dit: «En fait, je crois pas que je serais super heureuse à parler de ma personne, de moi et de nourrir, tu vois, mon ego et que les gens soient tous en mode: "Waouh, elle est incroyable, elle fait ça comme aventure" et cetera», tu vois? Ça manquait de sens, Ouais, toi? ouais, j'ai senti que j'avais un sens et je me sentais profondément impuissante quand je recevais tous les messages de bipolaires qui me disaient: «Bah, voilà, moi aussi ça va pas bien, moi aussi j'ai vécu ça» et qu'en fait, beh, je pouvais rien leur répondre, rien leur permettre.
Et donc, c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais aller rencontrer toutes les associations qu'il y a dans cet univers des maladies mentales, de la bipolarité. Et j'ai commencé à me dire, OK, peut-être que je pourrais essayer de commencer à faire des aventures où je permets de faire avancer les choses au niveau de la cause. Donc moi, que je m'éclate toujours autant dans le côté aventure, mais que je puisse permettre quand même d'œuvrer un peu pour la cause, quoi. Pas juste de surfer sur le fait, je suis bipolaire, mais de rien faire avancer pour la cause et pour les personnes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais en lien avec 2 vidéastes qui m'avaient contactée suite à une traversée de l'Europe que j'avais fait avec 1 €. J'avais traversé l'Europe avec juste une pièce d'1 €. Et ils m'avaient dit: «On aimerait bien te suivre sur la même chose, refaire la même chose». Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en mars 2025 et il y a Nicolas Demorand qui est en fait un chroniqueur de France Inter, de la matinale, et qui commence sa matinale avec «Je suis malade mentale», et en fait, il fait son coming out pour expliquer qu'il est bipolaire. Il y a un retentissement média qui est énorme, vraiment, ça fait la une de tous les médias et cetera. Et à ce moment-là, je me dis: «Ah mais c'est ça. C'est ça le truc, c'est assumer. Assumer qu'on est malade mental, assumer la maladie pour aller casser la honte». Et je me suis dit: «Putain, c'est ça qui est ultra puissant dans ce qu'il a fait». Et donc j'avais la réflexion du côté: «OK, bah, je m'invite chez les gens, traverser de l'Europe avec 1 € et en même temps casser la honte d'être malade mentale». Et là, je me suis dit: «OK, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rester en France, je vais faire le tour de la France et j'aurai pas d'argent, donc je serai dans la même situation qu'avoir 1 €, mais surtout, j'aurai une pancarte qui dit: "Je suis bipolaire, tu m'invites"». Et donc le but, c'est de se dire: je m'affiche, je le dis, je casse la honte, et mon challenge derrière, il va être, bah, comment je fais pour réussir à m'inviter chez les gens et voilà, à briser la glace et à briser les tabous, briser les stigmates. Et en même temps, mon but, c'est de la rendre visible et de permettre de collecter des dons pour l'association Upstage, dans laquelle du coup moi, donc comme je te l'ai dit, j'avais rencontré plein d'assos. J'ai préféré ce qu'elle faisait, parce qu'elle fait un programme de psychoéducation où elle permet aux gens de vraiment comprendre leur maladie, mettre en place plein d'outils dans leur vie de tous les jours. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a aidée dans ma vie de malade, c'est de devenir actrice et de me dire: «OK, maintenant je comprends comment ça marche. Je mets en place des outils, je mets en place des routines le matin» et cetera, tu vois? Et donc c'est comme ça que j'ai construit ce projet-là. Et donc du coup, tu es passée d'aventures un peu en solo ou en tout cas, c'est des choses, que tu menais pour toi, à des expériences qui ont un sens un peu plus grand, qui Voilà, dépassent juste, qui dépasse ta moi, personne? quoi. Ouais. Qui dépasse moi, c'est-à-dire que, tu vois, je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait qu'on me décrive comme une militante, et une personne qui, voilà, ose partir à l'aventure pour, essayer de changer les mentalités, plutôt que de me décrire comme, «Oh waouh, elle est trop forte, elle fait des aventures de dingue, elle sait trop se dépasser» et cetera. J'étais pas spécialement à l'aise avec cet alignement et cette description-là. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ce côté où, avec les choses que j'aime et les choses dans lesquelles, voilà, je suis bonne, le côté aventurier, le fait de me dépasser et cetera, j'arrive à faire changer les choses au niveau de ma cause et peut-être permettre que des personnes souffrent, moins que ce que j'ai pu souffrir, et en tout cas, puissent se sentir, plus représentées, plus aidées et cetera, quoi. Donc tu parles des différences, au niveau de tes ressentis, entre, un projet que tu mènes, pour, un projet personnel disons et quelque chose de plus grande ampleur qui implique aussi plus de monde et a une plus grande portée. Mais sur le terrain, quelle avait été, la différence de perception et d'accueil que tu as eu entre, ta pièce de 1 € et la pancarte, «Je suis bipolaire, tu m'invites»? Ouais. Qu'est-ce que tu as pu Alors je pense observer? ouais, alors moi j'ai remarqué que les gens de l'extérieur, étaient beaucoup plus impressionnés par le fait de dire, «Je traverse l'Europe avec 1 € que, de dire: «Bon bah OK, je fais le tour de la France avec cette pancarte-là». Alors que c'était 10 fois plus dur, le fait d'avoir, ma pancarte. C'est 10 fois plus dur, pourquoi?
Déjà, bon, bah, la réaction des personnes. Directement, il y a, tu vois, un peu une prise de recul en mode, mais de quoi? Je suis bipolaire, etc. Enfin, j'ai des personnes, voilà, qui m'ont dit, mais ça fait peur, t'as l'air d'une instable, etc. Donc déjà, bon, mais il y a la première réaction, tu vois, qui est pas simple et il faut réussir à briser la glace très rapidement. Donc ça demande une énergie de fou. Ensuite, il y a le fait que, bah, c'est vrai, je suis vraiment bipolaire et donc du coup, quand je me prends plein de refus, bah, ça fait un peu mal. En vrai, en fait, tu te prends vraiment un refus, tu vois? Genre, si j'avais mis complètement autre chose, genre limite, je suis schizophrène, alors que je suis pas schizophrène, bah, je pense que ça aurait été 10 fois moins dur pour moi. Parce que le refus, putain, c'était aussi, ben, en fait, on me refuse moi, en fait, avec ma maladie, tu vois? Donc ça, c'est quelque chose aussi, je trouve, qui était plus difficile. Je le prenais beaucoup plus personnellement, les refus, que, si, tu sais, tu avec ton 1 €, bon, les gens te refusent, tu es là en mode tu rigoles et cetera, tu vois? Là, il y avait vraiment un côté, putain, C'est toi, quoi. ouais, on refuse qui je suis et ma maladie. Donc ça, c'était pas facile. Ensuite, le 3e truc qui était, beaucoup plus difficile que ma traversée de l'Europe avec 1 €, c'était que, du coup, bah, cette maladie, c'est pas des sujets légers et donc à chaque fois que donc j'allais dans la voiture et cetera et ben, on parlait pas spécialement de sujets légers parce qu'on parlait justement de cette maladie. Du coup, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de proches de bipolaires qui m'ont raconté, bah, à quel point c'était difficile, à quel point, voilà, leurs proches, voilà, avaient eu beaucoup de mal à être diagnostiqués, que pour les proches aussi, ça avait été très dur et cetera et donc ça a aussi fait qu'il y avait beaucoup d'histoires qui pouvaient être assez, lourdes et qui étaient la réalité, hein, qui est la réalité aujourd'hui de la bipolarité puisque ça touche plus de 2 millions de Français, donc ça touche énormément de gens. Donc c'était sûr que j'allais rencontrer plein de personnes qui étaient touchées de près ou de loin par cette maladie. Mais donc c'est quelque chose aussi qui est pas facile. Quand, tu es, toute la journée à discuter avec les personnes, à t'inviter chez eux et tout, du coup tu parles quand même de sujets et tu es face à la réalité de la société et donc soit de personnes qui ont une mauvaise image de la maladie, soit de personnes qui ont des proches, qui voilà. Donc rien à voir, rien à voir. Comme, c'était mon aventure la plus difficile, la plus éprouvante, tu vois? Plus que mes, 30 jours pour faire le pic Lénine, plus que tout ce que j'ai pu faire. Parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel, du coup, qui rentre en compte, aussi dans cette aventure qui est plus humaine, même si il y a Ouais. le coût physique de devoir se déplacer, enfin, c'est pas neutre non plus de devoir, faire le tour de France, en stop, Ouais. avec, enfin, en non-stop, du coup, littéralement. Mais, il y a Je pense le côté vraiment, je pense que c'est tu vois, le côté, c'était, je pense, le niveau 10 de vulnérabilité, tu vois? C'est vraiment genre, je suis toute seule, sans rien, je n'ai pas d'argent et j'ai une pancarte où je dis que je suis malade mentale et je dis que voilà, j'ai cette maladie mentale. C'est même vraiment genre, il y a difficilement, stade plus au-dessus, quoi. De côté, tu vois, je sais que pour moi, ça serait 10 fois moins dur de faire du stop à poil, par exemple. Tu vois? Moi, je suis en contact avec, nu et culotté, et que j'adore et cetera. Mais vraiment, je sais, genre, ça serait beaucoup moins dur pour moi de faire du stop à poil que de faire du stop avec cette pancarte. Parce que tellement d'images, tellement de stéréotypes, tellement de stigmatisation et derrière, une stigmatisation qui vient toucher quelque chose, dont, tu n'es pas responsable, dont tu n'es pas coupable et qui t'a fait beaucoup souffrir. Donc c'est un peu la double peine, quoi. Genre tu peux rien et en plus les gens, tu vois, ont une image, mauvaise de toi, quoi. Donc ouais, sacrée aventure, j'avais sous-estimé la difficulté, vraiment. et est-ce qu'il y a des discussions, des échanges ou des rencontres qui t'ont marqué, que ce soit, du coup, positivement ou négativement? Mmh. Alors moi, ce qui a été difficile, c'est que le premier jour a été mon jour le plus difficile en termes de réaction. Donc du coup, Bonne entrée en matière. ouais, pour une première journée, les personnes qui me disent: «Mais non, tu vas péter un câble à tout moment, jette ta pancarte» et cetera. J'étais là en mode: «Mais quelle idée de merde j'ai eue!» Vraiment, j'étais là en mode: «Mais quelle idée!» Mais tu sais vraiment, mais je Dans regrettais, je dans quel regrettais. bourbier je me suis Ah mise? ouais,
J'étais là, mais je suis débile, quoi. Pourquoi j'ai fait ça, quoi? Donc, le début a été difficile et puis après, bon, j'ai rencontré des gens vraiment, adorables, pas mal de proches qui, voilà, m'ont raconté leur histoire, et cetera et je me suis, voilà, liée d'amitié avec, les personnes, chez qui je dormais, où c'était vraiment trop chouette. Près de Bordeaux, je suis allée chez, une dame qui s'appelle, Nassira et en fait, elle m'a raconté quelque chose que j'ai trouvé très, très dur. En fait, elle m'a raconté qu'elle accompagnait, les femmes ou hommes qui, divorçaient avec des enfants et qui devaient, un peu se battre pour avoir La garde? la garde, pour avoir la garde et un peu dur, lors du dîner, elle m'explique que tous les parents qui avaient un diagnostic de bipolarité, même s'ils étaient traités et cetera, perdaient la garde de leurs enfants. Et je me souviens, ça, c'était un moment assez dur pour moi parce que j'étais en mode: C'est dur parce que ça me touche moi-même, quoi. C'est-à-dire que si moi, j'ai des enfants et que je me sépare de la personne avec qui je suis, ben, en fait, je perdrais la garde des enfants, quoi. Et je me souviens que ça a été assez dur et en même temps, elle était vraiment adorable avec moi. Je me suis trop bien entendue avec ses enfants et le lendemain matin, il y a son fils qui a décidé de pas aller à l'école et Nassira a cédé parce qu'il voulait absolument rester avec moi. Donc du coup, je suis restée la matinée avec lui à la piscine. J'étais trop contente parce qu'en plus, c'était canicule, il faisait 43 degrés et tout. Donc t'imagines, tu es toute seule comme ça là au péage sous 43 degrés avec ton je suis bipolaire, tu m'invites. Franchement, c'était comique et du coup, je me souviens, j'avais pas envie de la quitter cette piscine. Elle m'a super envie de la quitter, ouais. Ouais, c'était trop bien. Ah, l'invitation était à pronommer aussi, du coup, Ouais. ça t'a permis de faire, une sorte de petite Ouais. pause, c'était à quelle étape de ton C'était le 3e jour. OK, Ouais. Mmh. je vois. Non et puis j'ai eu plein de choses, super marrantes. Je suis passée à Paris parce que, justement, je passais dans des médias. Il y avait Brut, il y avait France Info et cetera. Donc je suis passée à Paris. C'était marrant. J'étais avec ma pancarte sur les Champs-Élysées. Je me suis fait inviter à déjeuner sur les Champs-Élysées. C'était très drôle et en fait, à Paris, c'est là où les gens étaient les plus ouverts, les plus compréhensifs. Ouais, je pensais pas et en fait, j'ai remarqué qu'en fait, les gens étaient beaucoup plus sensibilisés au sujet de santé mentale. C'est quelque chose dont on parle plus, du coup, en ville? Ouais, c'est quelque chose dont on parle plus sur Paris, où les jeunes sont plus sensibilisés que les personnes âgées et du coup, ouais, j'ai pas eu, les mêmes réactions, et alors ce qui est très drôle, c'est à la fin de mon tour, complètement, ma fin de tour, c'était n'importe quoi, parce que la dame chez qui donc je me suis invitée à dormir, a décidé de me faire une journée incroyable. Donc elle m'a emmenée dans une ferme faire du fromage. Après, elle m'a emmenée, faire de la danse sous l'eau. De la danse? Je te promets, c'est n'importe quoi. La danse sous l'eau et il y avait une personne qui me prenait en photo et après elle m'a emmenée dans le lac du Bourget Oui. pour, faire, de la plongée en bouteille, yoga. Donc j'étais sous l'eau et je devais genre, relâcher, mes émotions et cetera. Non mais c'était n'importe quoi, n'importe quoi. Donc Tu vois? Comme quoi juste une histoire de rencontre et tu vis des choses, hors du commun, quoi. voilà, où tu avais signé pour une expérience, en fait, tu en avais vécu 1000. Voilà, ouais, exactement. Ouais. Non, mais ouais, c'était une sacrée expérience, très, très riche, très, très riche. Et puis, qui a permis aussi d'avoir un certain retentissement sur les médias et de pouvoir, toucher du monde, donc ça, c'est bien. Complètement. J'allais revenir sur le fait que, cette aventure-là, contrairement aux dernières, elle a été réalisée en collaboration avec Upstage. Oui. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur, L'association. l'association, comment c'est venu cette idée-là de collaborer et l'objectif, est-ce que tu mets en avant aussi avec cet asso? Ouais, en gros, l'association Upstage, ce qu'elle permet, elle permet aux personnes qui sont bipolaires et à leurs proches de réussir à super bien comprendre, la bipolarité, devenir vraiment un expert. Tu deviens beaucoup plus expert que les psychiatres. Les psychiatres, en réalité, n'ont pas une très grosse expertise sur la bipolarité. Donc le but, c'est vraiment de devenir, très expert et de réussir à comprendre comment se rétablir et quels outils,
quelle petite routine mettre en place dans sa vie de tous les jours, quel plan d'action mettre en place dans sa vie de tous les jours. Et donc ça, on le fait via des programmes de 6 semaines où les personnes rentrent dans le programme et chaque semaine, on a des lives avec des psychiatres et avec des groupes de parole pour permettre aux personnes de comprendre leur maladie, de mettre en place des choses pour se rétablir. Et en fait, la raison pour laquelle moi j'ai choisi du coup cet asso pour moi m'y engager personnellement et collecter des dons pour cet asso, c'est que c'est 100% en ligne. Du coup, tout le monde en France peut y avoir accès, ce qui est très important parce que en dehors des grandes villes, il n'y a pas de psychiatre, donc les personnes n'arrivent pas à être suivies. Et aussi parce que moi, en tout cas, ce qui m'aide, c'est d'avoir compris que je peux devenir actrice et que c'est parce que j'avais compris, parce que je mets en place des choses, que j'arrive à gérer ma maladie. Et ça, pour moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, quoi. Au lieu de juste me dire « Oh, je suis victime de ça, j'ai cette maladie, c'est horrible, etc. » T'es sortie de ton rôle de spectatrice pour être Voilà. pleinement actrice dans ta vie et dans celle des autres, du coup. C'est ça. Et du coup, je veux le permettre aux personnes qui sont bipolaires, mais aussi aux proches. Parce que les proches, ils sont beaucoup, ils comprennent pas comment la maladie marche, ils savent pas comment aider leurs proches. Et du coup, voilà, les proches peuvent beaucoup, beaucoup souffrir de ça. Donc, le but, c'est de proposer ça. Donc, ça s'appelle Upstage. Et donc, vous pouvez aller sur le site internet et il y a une page sur le programme de psychoéducation pour pouvoir s'inscrire et avoir accès au prochain programme. On mettra toutes les informations en description, dans tous les cas, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, vous aurez tous les liens en barre d'infos. Voilà, c'est quelque chose de Trop bien. important à mettre. Et d'ailleurs, aussi tous les numéros d'urgence, si vous avez besoin d'aide, ne serait-ce que pour parler à quelqu'un avec une oreille neutre, que ce soit pas un proche, mais plutôt soit un psychologue, soit juste un numéro d'urgence, ce sera tout marqué sur l'écran et en barre d'infos. Pour conclure sur tout ce périple, toutes ces péripéties, quand tu regardes le chemin parcouru depuis cette petite Léa qui rêvait d'être présidente, que ressens-tu? Et qu'est-ce que tu dirais à cette Léa-là de l'époque? Je pense que je lui dirais que ça va pas être facile. Parce que je t'avoue que moi, à ce moment-là, avec mes grandes ambitions, je pensais que les choses allaient être très simples. Vu les années que j'ai pu vivre et les années très difficiles, parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé là, mais quand j'étais pas diagnostiquée, je faisais mes crises, je vivais des moments de dépression très très forts où j'étais obligée de m'attacher les mains le soir parce que j'avais peur le lendemain de me tuer, etc. Donc ça a été des moments vraiment très difficiles. Donc je dirais que ça va pas être facile, mais qu'il faut s'accrocher et que le travail aussi d'apprendre à se connaître et de faire face aux difficultés, elle te permet aussi de construire une personne avec laquelle tu es aligné et faire part d'une société où tu apportes aussi quelque chose. Donc voilà, je pense que je lui dirais ça. Je dirais ça va pas être facile, mais accroche-toi. Parce que pour le coup, ça vaut le coup. Et je pense que, ouais, si elle voyait, je pense qu'elle serait très surprise de ce que je fais aujourd'hui, de la vie que j'ai. Mais en même temps, je suis ultra alignée. Genre aujourd'hui, je me dis, est-ce que tu es alignée dans ta vie? Est-ce que tu as la vie parfaite que tu as envie d'avoir? Je te dirais oui, oui, oui. Tu vois, genre, pour moi, même si je peux être fatiguée par moments, même si par moments c'est pas facile, pour moi, j'ai la vie parfaitement alignée avec ce qui me correspond, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait rêver. Et ça n'a pas de prix. Si tu devais enterrer une time capsule, tu connais ou pas le concept d'une time capsule? Pour ceux qui connaissent pas, c'est une boîte que tu enterrerais comme sur une carte au trésor qui serait destinée à être retrouvée donc des années plus tard. Si tu devais mettre cette time capsule du coup sous terre pendant 300 ans, quel message tu aimerais laisser aux gens qui le découvriraient donc 300 ans plus tard? Ouais. Moi, je pense que ce que je ferais, c'est que j'écrirais exactement dans quelle situation on est là vis-à-vis des maladies mentales. Parce que moi, je suis persuadée que ça va évoluer de dingue et que souvent, on oublie d'où on vient. Tu sais, on est dans une insatisfaction permanente où on va dire, par exemple, qu'aujourd'hui, l'environnement, c'est catastrophique, ça va pas. Je sais pas, l'accompagnement des gens qui ont le cancer, c'est catastrophique, ça va pas. Mais en réalité, si tu te poses et tu regardes comment c'était
et à 50 ans, il y a un progrès qui est énorme, tu vois. Mais genre vraiment énorme. Et moi, je pense que j'ai écrit ça juste pour que, tu vois, se dire dans 300 ans, bah waouh, comment on a fait évoluer les choses de malade. Et en réalité, ok, c'est pas parfait, mais franchement, quelle évolution, tu vois. Et ça, je pense que c'est. J'aimerais bien, tu vois, le revoir enfin, en tout cas, que les personnes dans 300 ans s'en rendent compte, parce qu'on pointe souvent les choses qui vont pas, alors qu'en réalité, on a progressé sur énormément de choses. Donc finalement, c'est donner un petit coup de pouce aussi aux personnes qui le découvrent pour se dire, ok, bon, bah, peut-être que la situation n'est pas idéale Mais regarde d'où tu viens. Tu vois ce que je veux dire? et tout le chemin parcouru et C'est ça. ce qu'on a fait de bien aussi, quoi. Exactement. Parce qu'en fait, quand tu vois tout le chemin parcouru, ça te donne aussi la force pour parcourir la suite, tu vois. Donc, je pense que c'est important. T'arrives, toi, à avoir ces petits moments de victoire aussi régulièrement? Ça, c'est ma bataille. Ouais, je pense que c'est la bataille de toute personne qui est un minimum ambitieux et exigeant. Parce que du coup, pour être ambitieux et exigeant, tu as besoin d'avoir du désir, de l'envie et envie de faire mieux. Ouais. Ça, c'est ultra important. Donc, du coup, il faut se dire, OK, je veux faire mieux ça, je veux faire mieux ça, je veux faire mieux ça. Mais si tu es tout le temps dans ce truc-là, tu es dans une insatisfaction de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as. Et en fait, alors c'est un enfer, tu vois. C'est juste la course au toujours plus. Ouais, donc c'est vraiment un taf. Moi, ce que j'essaye de faire, tu vois, c'est vraiment genre de. Moi, je fais tous les mois, j'écris une double page, genre de toutes les choses que j'ai faites, que j'ai essayé, que j'ai réussi, que même les trucs genre que j'ai pas réussi, je les considère comme une réussite parce que je me dis bah du coup j'ai essayé ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins je sais que ça marche pas, tu vois. Et j'essaye de me faire cette cérémonie tous les mois pour m'obliger, tu vois, à me dire en mode genre bravo, c'est trop bien, tu vois, genre m'offrir un bon moment. Mais en tout cas, toutes ces personnes, en effet, qui sont exigeantes avec elles-mêmes, mettez-vous des cérémonies pour écrire tout ce que vous avez fait et vous dire bravo parce que sinon, tu t'épuises, en fait. Ouais, faire le point et se célébrer aussi avec ces Ouais, victoires. ouais, c'est ultra important. Et puis même, par exemple, moi, je l'ai remarqué, quand tu travailles avec d'autres personnes, si tu es tout le temps dans ce côté dur et de jamais être satisfait, c'est pas cool non plus pour les autres. Parce que du coup, tu leur dis jamais, bah, c'est génial, tu vois. Oui, complètement. Mmh. C'est savoir aussi célébrer ça avec les autres, quoi. Ouais, exactement. Là, tant qu'on parle de célébration, qui dit du coup prise de recul à la fin du mois, dit aussi quels seront les prochains objectifs du mois prochain. Est-ce que tu veux nous parler de tes prochains projets? Ouais. Ouais, alors donc moi, je viens d'emménager à Sallanches et c'est dans la vallée du Mont-Blanc. Et la vallée du Mont-Blanc, bah, c'est l'endroit pour s'entraîner en alpinisme parce que tu peux aller faire de l'alpinisme pendant toute l'année, et donc c'est parfait. Et j'ai choisi cet endroit pour y vivre pour une raison particulière, c'est que j'ai envie de continuer à faire de l'alpinisme. Moi, j'ai un projet qui est le projet Ahmad Ablam, qui est la montagne de Paramount. Donc, c'est une montagne très, très belle, très pyramidale, mais donc qui est très difficile à monter. Et donc, j'ai un projet, et donc c'est la raison pour laquelle je suis à Sallanches pour m'entraîner. Et c'est un projet où il y a toujours en toile de fond le sujet de la bipolarité. Mais cette fois-ci, j'aimerais inclure l'aspect proche. Et donc, j'aimerais le faire avec une ou deux autres personnes qui sont proches de personnes bipolaires. Et où est-ce qu'on peut suivre tout ça du coup? Écoute, le mieux pour me suivre sur tous les aspects, voilà, santé mentale, aventure, etc., c'est sur Instagram. Après, on me suit aussi sur LinkedIn, mais je dirais plus sur Instagram. En tout cas, c'est plus sympa à suivre sur Instagram, je pense. Carrément. Et est-ce qu'on peut déjà voir tes derniers courts-métrages et documentaires sur YouTube par exemple? Oui, alors, Je suis bipolaire, tu m'invites, le documentaire, je vais faire des projections. D'accord. Donc, vous serez au courant sur Instagram de mes dates de projection. Et sinon, le documentaire 7000 mètres pour vaincre ma bipolarité et le court-métrage de comment vivre avec une bipolarité, c'est sur mon compte YouTube, Léa Vigier, Léa Bipolaire. On me trouve très facilement. Bon, on ira tous suivre ça. Merci beaucoup Léa pour ton intervention. Qu'as-tu pensé de ce podcast? Mais écoute, super, franchement, trop bien, super agréable de discuter avec toi. Et puis voilà, très, très beau setup. On a fait de notre mieux. Il y a quelqu'un que tu aimerais voir dans ce type de podcast
soit que tu connaisses personnellement ou non? Écoute, moi, il y a des personnes que j'adore. Une fille qui s'appelle Constance Chaerer, qui pour le coup, voilà, associe pareil le sujet de l'aventure à une cause. Donc, je trouve ça super cool. Trop bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à liker cet épisode si jamais il vous a plu et pour soutenir le début de ce projet-là. Je remercie encore une fois le Confit Coffee de nous avoir gentiment accueillis. Et n'hésitez pas à republier et à repartager ce podcast-là pour pouvoir aider votre entourage aussi à comprendre ces enjeux-là de santé mentale et tout simplement être inspiré par des parcours inspirants. Merci à vous et à bientôt. C'est Deb. Ciao!